Amigo, le tribunal des footix est de retour. Je vous ai demandé quels étaient vos avis les plus tranchés sur le football actuellement. J'ai lu tous vos avis, je les ai lus, classés, sélectionnés et désormais il est temps de les juger bien froidement. Ne perdons pas plus de temps, footix ou puriste, le tribunal est ouvert. Petit rappel les amis, pour poster vos unpopular opinions, ça se passe sur mon compte Instagram et uniquement sur Instagram, j'insiste bien. Chaque mois, je fais un post dédié pour récupérer tous vos commentaires. Pour moi, c'est plus pratique, ça me permet de tout centrer au même endroit et ça me permet également de vous faire découvrir mon compte Instagram où je crée du contenu tous les jours, que ce soit des formats courts sur l'actualité du foot, de la réaction ou alors des trucs un petit peu plus perso. Donc n'hésitez pas à me follow, je vous ai mis un lien dans la description. Allez, premier avis, celui de l'ami Matt Drawing. Quand on parle de la victoire en C1 de Chelsea en 2012, on parle toujours de Drogba comme le grand héros de cette épopée. Alors que s'il y a bien un joueur qui a été crucial et bien plus important que lui, c'est Petr Cech. Drogba aurait pu nous coûter la demi-finale retour avec son penalty provoqué, idem en finale sur sa faute sur Ribéry. Ce gardien est bien trop sous-coté selon moi. Costaud comme débat pour commencer, hein. Franchement il est pas mal, ça va demander d'aller creuser un petit peu dans la mémoire. Chelsea 2012, pas l'épopée la plus spectaculaire, pas l'épopée la plus appréciée par le grand public, surtout à cause de cette finale qui avait été peut-être un petit peu chiante. Désolé pour le terme, hein, les fans de Chelsea. En tout cas, j'aime bien le débat, ça passe directement du côté puriste. Puriste 100%. J'aime bien qu'on essaye d'aller voir un petit peu plus en détail, qu'on essaye d'aller mettre en lumière un gardien plutôt qu'un attaquant, ça change un petit peu. Et c'est vrai que même moi, par le passé, j'ai eu tendance un petit peu à oublier dans une certaine vidéo l'impact qu'avait eu Petr Cech dans cette épopée. C'est vrai qu'il avait été quand même particulièrement impactant. Je pense particulièrement à sa finale, bien évidemment, que ce soit dans les tirs au but ou le penalty arrêté face à Robben. La demi-finale également, où Chelsea avait énormément suivi d'occasions et Petr Cech avait été là vraiment très présent, vraiment très rassurant dans ce match-là. Mais Drogba aussi est présent dans les matchs importants durant toute cette épopée, pas que en demi-finale, pas que en finale. Alors oui, évidemment, on peut revenir sur le penalty en finale qu'il a provoqué, voilà, sur des gestes comme ça, mais globalement, sur l'ensemble de la compétition, il a quand même été énorme. Il marque quand même pas mal de buts. Je sais pas, j'ai quand même l'impression que Drogba a eu plus d'importance sur l'ensemble de la compétition, alors que Cech, il a été très déterminant sur des moments très précis de la compétition. C'est plus difficile de trancher. Moi, j'aurais tendance quand même à trancher en faveur de Drogba, malgré tout. C'est lui qui marque le but en finale, c'est lui qui marque le dernier tir au but également, donc pression maximale. Je comprends qu'on a envie de mettre un petit peu plus Petr Cech en avant. Il le mérite parce que Petr Cech c'était vraiment un gardien absolument monstrueux et dont on n'a peut-être pas assez parlé. Là où je serais peut-être plus d'accord avec toi, c'est sur le fait que ce soit un gardien sous-coté et mea culpa parce que moi-même par le passé j'ai pu un peu le sous-coté aussi. Et au passage, si vous ne connaissez pas Matt Drawing, allez voir son compte Insta, il fait des dessins sur maillot de foot, c'est absolument magnifique, vraiment. Ça vaut le coup d'œil. On continue avec l'avis très tranché de l'ami Loris LRT 1580. Supporter plus d'un club et surtout si ce n'est pas celui de ta ville fait de toi automatiquement un footix. Un club, c'est comme une meuf, on en a qu'une. Ah là c'est radical. Là pour le coup, c'est puriste. C'est peut-être même un peu trop puriste. Alors je vais pas vous mentir, j'ai longtemps pensé comme lui. Pendant très longtemps, j'étais très radical sur la question. J'aimais pas trop les gens qui avaient plusieurs clubs préférés ou qui changeaient de club ou qui supportaient des clubs peut-être type Real, Barça, les clubs on va dire faciles à supporter. Pendant longtemps, j'étais un petit peu dans ce mood. Aujourd'hui, j'ai quand même un petit peu plus évolué. J'ai une version un petit peu plus large, on va dire, du footixisme. Du moins qu'on n'a pas l'impression que t'es juste en train de te mettre du côté du vainqueur, pour moi, il n'y a pas de problème. Que tu aies 1, 2, 3 clubs préférés, moi en soi, ça ne me dérange pas. Tout dépend de la qualité du lien que tu as avec ces clubs. Moi, personnellement, j'ai 2 clubs de cœur. Le premier, celui que je supporte le plus, c'est l'OGC Nice, c'est le club de ma ville, et c'est le stade que j'ai le plus fréquenté. Forcément, j'ai un lien très fort avec. Mais ma famille est d'origine portugaise, donc j'ai aussi un lien avec le FC Porto. Est-ce que pour autant ça fait de moi un footix? Moi personnellement je pense pas, peut-être que vous me jugerez footix et c'est votre droit, y a pas de souci. Mais moi pour le coup j'ai pas cette impression là. Après il y a un autre cas de figure qui moi ne me dérange absolument pas, qui pour moi ne fait pas du tout footix, c'est d'avoir 1 ou 2 clubs de cœur et d'avoir plein d'autres clubs que tu kiffes, mais pour lequel tu n'es juste qu'un sympathisant. C'est un terme qu'on utilise beaucoup au Portugal mais assez moins en France quand on parle des liens avec un club. En France on parle directement de fan. Au Portugal on a ce terme de sympathisant que je trouve
qui colle parfaitement bien à ça. C'est-à-dire que c'est pas ton club, c'est pas le club qui, s'il perd, tu vas pas pouvoir endormir la nuit, mais c'est un club que tu apprécies beaucoup parce qu'il y a des joueurs que tu aimes bien, il y a une histoire que tu aimes bien, il y a une épopée qui t'a fait rêver avec ce club-là. Moi, par exemple, j'ai beaucoup vibré avec Manchester United au début des années 2000, avec le Milan AC également. J'ai adoré ces deux clubs, mais j'en suis absolument pas supporter. Après, c'est sûr, pour aller dans le sens de l'abonné, plus tu as le club préféré, plus ça va être dur de nous faire croire que tu as un véritable lien authentique avec ces clubs. C'est quand même compliqué d'avoir des liens forts avec plein de clubs différents. Mais bon, ça, on va le voir assez vite, hein. Parce que si c'est un mec qui va supporter, je te dis une bêtise, Saint-Etienne et le Borussia Dortmund et Alaves, tu dis bon, pourquoi pas, le mec il a fait un match à Alaves lors des vacances, il a kiffé, voilà, c'est resté un petit peu dans un coin de sa tête, Dortmund, le mur jaune, ça le fait kiffer, et Saint-Etienne parce qu'il est de Saint-Etienne, on peut le croire, tu vois, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est un mec qui est supporter de City, Real Madrid et Bayern Munich, là, bizarrement, je vais avoir beaucoup plus de mal à le croire. Si le but, c'est de se mettre du côté du vainqueur de la Ligue des Champions chaque année, là, c'est clair, c'est footix à 10 000%. Allez, on continue avec l'avis de Chantry Génins. Désolé si je prononce mal. Je pense que Jürgen Klopp est bien meilleur que Pep Guardiola. Que ce soit avec Mayence, Dortmund ou Liverpool, il a toujours réussi à amener loin ses équipes. Alors que Guardiola n'a eu que des équipes prêtes à gagner et qui ont gagné avant et après lui, contrairement à Klopp. Et aussi le facteur humain de Klopp est l'une de ses raisons. Alors amigo, je suis un très grand fan de Jürgen Klopp. Si je dois choisir par pur affect, je choisis largement Jürgen Klopp. Mais je ne suis absolument pas d'accord avec toi, amigo. Enfin, pas avec ton raisonnement. Je suis d'accord, Jürgen Klopp a cette qualité d'avoir su transcender des équipes. Mais Guardiola, il n'a pas eu des équipes clés en main où il suffisait juste de venir se poser son cul sur le banc et de gagner. Ça, c'est faux. Je suis désolé. Quand Guardiola arrive sur le banc du Barça, il y a une véritable rupture avec le jeu de Rijkaard, avec l'équipe de Rijkaard. Tout l'effectif est remodelé quasiment. Quand il arrive au Bayern, c'est pareil. T'as une rupture avec le jeu de Jupp Heynckes. Ça n'a absolument rien à voir. Quand il arrive à City, également, on peut pas dire que le City de Pellegrini et celui de Guardiola, ce soit la même chose. Et tu me dis, ça gagnait déjà avant, et ça gagnait aussi après. Bah, Manchester City n'a pas gagné la Ligue des Champions avant Guardiola. Et même au Barça, oui, ça a gagné juste avant avec Rijkaard, mais il a fallu attendre quand même quelques saisons pour que Luis Enrique vienne gagner une nouvelle Ligue des Champions. Ça s'est pas fait non plus juste après, et avec une équipe complètement différente. Après, je suis d'accord, Guardiola n'a jamais eu à transcender une équipe, n'a jamais pris une équipe petite ou moyenne et l'a transcendée sur une saison et l'a fait obtenir des résultats auxquels elle n'était pas attendue. Ça c'est vrai, mais en même temps, il a eu de suite l'opportunité d'entraîner le Barça, tant mieux pour lui, j'ai envie de te dire, ok. C'est vrai qu'on disait exactement la même chose pour Mourinho à l'époque, en tant que fan de Porto et fan de Mourinho, évidemment que je m'accrochais beaucoup à cet argument, mais il suffit pas, parce que ok, c'est très bien de savoir transcender une équipe et vraiment de gagner alors que personne ne t'attend à ce niveau-là, mais savoir tenir au très haut niveau comme le fait Guardiola pendant autant de saisons, ça aussi, c'est très méritant, ça aussi, c'est très fort, même dans des équipes qui ont les moyens, parce que Mourinho, il a eu des équipes qui avaient les moyens également, et c'est pas pour autant qu'il est resté au top aussi longtemps. C'est pas pour autant qu'il a eu le même impact sur le jeu dans les pays où il est passé, dans les clubs où il est passé. Je suis en partie d'accord avec toi. Moi, j'aimerais bien voir un jour Guardiola avec une équipe un peu plus modeste pour voir ce qu'il serait capable de faire. Surtout qu'en plus, il prône un jeu qui demande des joueurs quasiment parfaits, c'est-à-dire des joueurs avec un énorme volume de jeu, avec un énorme niveau technique et avec un très gros QI football. Je veux dire, tu fais pas ça avec n'importe qui. Mais pour autant, me raccrocher à ce seul élément pour faire passer des coachs que je préfère personnellement, je n'irai pas là. Raisonnement compréhensible, mais un petit peu trop simpliste pour ma part. Footix, allez, 60%. Unpopular opinion de Pape Jamal. Les équipes nationales ne devraient être dirigées que par des entraîneurs locaux nés au pays. Cela créerait davantage d'opportunités pour les managers émergents de tenter leur chance dans la gestion de haut niveau. Je sais pas si c'est impopulaire, mais j'aime bien la take. Je trouve le débat intéressant. Je pense qu'il est particulièrement ciblé sur le football africain, si je ne me trompe. En Europe, c'est plutôt la norme. C'est quand même assez rare, même s'il y en a bien sûr, mais globalement, on est toujours un petit peu surpris de voir un étranger à la tête d'une sélection. En France, ça paraîtrait très bizarre, je pense, si demain on avait un sélectionneur autre que français, si on avait un Belge, un Italien, un Allemand, je pense que ça passerait moyennement auprès du grand public. Alors qu'en Afrique, c'est vrai que les postes de sélectionneurs me semblent quand même bien trustés par des entraîneurs européens un petit peu sur la fin. T'en as quelques-uns qui sont sélectionneurs de vocation, comme Hervé Renard, mais globalement, c'est quand même des mecs qui essayent un petit peu de se
se relancer. Bon, je peux comprendre qu'en tant qu'Africain, on en a un petit peu marre de voir des mecs d'Europe débarquer comme ça, plutôt que de voir des entraîneurs locaux. Ça, c'est clair. Surtout qu'en plus, on remarque qu'on a quand même assez peu d'entraîneurs noirs africains en Europe, mais si même en Afrique, on ne leur fait pas confiance, bah, on n'y arrivera jamais. Puis ça serait certainement plus enrichissant également, tu vois, ça nous permettrait de voir des footballs différents pendant la CAN. Puis même pour nous, du côté européen, je pense que ce serait plus enrichissant de voir plus d'entraîneurs locaux. Ça, certainement que ça nous permettrait de voir des footballs un petit peu plus différents, ça peut-être nous permettrait de voir de nouvelles idées et d'enrichir le football tout simplement. C'est pas un avis impopulaire, c'est pas footique, c'est, ouais, on peut dire puriste, mais en tout cas la take est vraiment intéressante. Allez, on continue avec l'avis de Nico Huis. Neymar fait une meilleure carrière que Ronaldinho. C'est ouf comme il y a toujours des avis sur Neymar dans les sessions Unpopular Opinion, à chaque fois dans les commentaires que je sélectionne. Et à chaque fois, c'est des extrêmes opposés. Soit Neymar, c'est la dernière des merdes, soit Neymar, c'est le génie ultime du football. C'est toujours hyper contrasté, ça me fait mourir de rire. Neymar fait donc une meilleure carrière que Ronaldinho, plus de stats, plus d'années au top, plus de records. On peut leur reprocher les mêmes choses, mais avec Ronaldinho, on pardonne et on oublie son manque de sérieux par glorification du passé. La Coupe du Monde et le Ballon d'Or doivent aussi peser dans la balance, mais il faut regarder plus loin que le résultat. Neymar subit un traitement injuste par culture de l'instant et parce que c'est l'ère des réseaux sociaux. Bon, ça sent quand même le gros fan de Neymar, mais le débat peut être intéressant parce que c'est vrai que tu nous opposes là deux joueurs qui ont des qualités très similaires et qui ont des défauts très similaires également, même si ça s'est pas forcément manifesté de la même manière. Avec les deux, en termes de talent, on est sur des niveaux assez similaires, c'est-à-dire stratosphérique, hein, vraiment là je parle de talent pur. Tu l'as dit, si on parle de régularité et de performance, je donne quand même un léger avantage à Neymar sur l'ensemble de sa carrière, alors que Ronaldinho, il y a vraiment eu cette période dorée à Barcelone, mais au PSG, il a eu un passage quand même assez compliqué, une relation compliquée avec Luis Fernandez, il jouait pas tout le temps. Au Milan, il avait encore un niveau sympa, mais c'était clairement plus le Ronaldinho prime, et par la suite après, il a montré de bonnes choses, mais c'était dans des championnats inférieurs. Et là où tu as peut-être raison aussi, c'est que on pardonne certainement plus à Ronaldinho ses errements, son manque de professionnalisme qu'à Neymar. Là aussi, je peux te rejoindre. Mais maintenant, cette compassion envers Ronaldinho, elle s'explique. Tu le balayes un petit peu, hein, mais un ballon d'or, une Coupe du Monde, les parcours qu'il a pu faire avec Barcelone et ses coups d'éclat en Ligue des Champions, ça pèse. Et là où Ronaldinho a été plus fort que Neymar, selon moi, c'est que lui a vraiment eu cette période où il était le numéro 1 d'un grand club, où il était le joueur qui, par sa magie, par son talent, a mené son club à la victoire. Alors certes, il n'y avait pas des peintres à côté de lui, on est d'accord, t'avais du Eto'o, t'avais du Deco, t'avais du Juli, c'était pas dégueulasse, hein, on est d'accord, le Barça de Rijkaard. Mais clairement, c'était la star numéro 1. Je ne pense pas que cette équipe gagne la Ligue des Champions sans lui. Le Barça de Luis Enrique. Neymar est très influent, il marque en finale, mais il fait partie d'un trio. T'as Luis Suarez, t'as Lionel Messi, et le numéro 1, c'est très clairement Lionel Messi. Donc, c'est compliqué en fait de mettre ces deux-là, parce qu'en fait, pour moi, Neymar n'a jamais atteint le niveau de performance qu'a pu avoir un Ronaldinho par moment. Et si on pardonne plus à Ronaldinho qu'à Neymar, c'est pas pour rien, c'est pas par glorification du passé, ou l'ère des réseaux sociaux, ou la culture d'instant. Tu nous as sorti quand même tous les arguments possibles, hein. Vraiment, tu nous as fait un grand chelem. Tous les arguments un peu à la mode, là, tu nous les as sortis, c'est assez incroyable. Mais déjà, il y a une mentalité. Ronaldinho, quand tu le voyais jouer, tu kiffais. Il avait tout le temps sourire, tout glissé. C'était le mec le plus cool de l'histoire du foot, quelque part, Ronaldinho. Alors que Neymar, tout le temps en train de râler, assez provocateur, il y a eu pas mal de simulations également. Si tu rajoutes à ça les polémiques qu'on a pu avoir, toutes les absences, qui par moments pouvaient paraître quand même un peu abusives, bah forcément qu'on est plus compatissant envers un Ronaldinho qu'un Neymar. Bon, je veux pas être trop méchant, je vais dire footix à 60-70%, pas plus, parce que malgré tout, il y a quand même une part de vérité dans ce que tu dis, mais on sent trop que t'es là pour défendre ton poulain, quoi. On continue avec l'avis de Matteo Dos. Pour moi, un but arrêté volontairement avec la main par un joueur de champ devrait être accordé. Je n'ai jamais compris pourquoi ça donnait penalty, sachant que sans la main, il y a but. Comme Suarez en Coupe du Monde 2010, au final, l'Uruguay passe, c'est même pas beau, c'est juste de la pure injustice. Et ben écoute, je suis complètement d'accord, amigo. On sait à quel point ça peut être dur de marquer un but, et on donne la possibilité par le règlement d'annihiler ce but par la triche. Alors oui, effectivement, il y aura carton rouge, il y aura penalty, c'est lourdement sanctionné, mais tu as quand même ce but qui est annulé. Et si derrière, comme dans ton exemple, le penalty est arrêté, au final, tu es lésé. Alors dans ces cas, généralement, on appelle ça sacrifice. Ça paraît plus noble, mais il faut appeler un chat, c'est de la triche. Rien de plus.
Ça pour moi c'est un bon avis de puriste, 100%. L'idée est bonne, plus de justice, plus de mérite. Moi ça me parle. En plus il y a le petit argument Coupe du Monde 2010, ça rappelle les souvenirs. Masterclass. Unpopular opinion d'Abi Bin. Darwin Núñez est trop sous-coté. On ne voit que ce qu'il fait de mal alors qu'il apporte tellement dans le jeu de Liverpool. Je pense qu'il souffre de son image alors qu'en vrai, s'il progresse sur ses points faibles, ça peut devenir un des meilleurs neufs de cette génération. Tu as en partie raison, mais je peux pas te suivre. Il n'est pas sous-coté. Il est littéralement surcoté, Darwin Núñez. Et pourtant, je dis ça d'un joueur que je suis depuis ses débuts à Benfica, que j'apprécie particulièrement, que j'ai défendu par le passé, que j'ai même proposé dans des grosses équipes pour mon mercato idéal, mais pas à ce prix-là. Et le problème, c'est le prix. Et comme très souvent dans nos avis sur les joueurs, nos perceptions des joueurs sont bousillées par les prix. Quand un joueur débarque dans un club comme Liverpool, avec la lourde tâche de succéder à Roberto Firmino, avec un transfert à plus de 100 millions d'euros, mais évidemment que tu es extrêmement exigeant, et évidemment que tu es déçu après sa première saison où il était quand même particulièrement maladroit, et que même là, qu'il s'est bien repris, qu'il est quand même beaucoup plus décisif, qu'effectivement, il montre beaucoup plus de choses dans le jeu, il marque plus de buts, il fait plus de passes décisives, vraiment dans le collectif, il est devenu vraiment important aujourd'hui. Et je pense, comme tu l'as dit, que s'il continue de travailler ses points faibles, il peut devenir encore plus fort que ça. Ça, j'en suis persuadé depuis le premier jour, il y a vraiment moyen. Mais c'est normal qu'aujourd'hui, il soit encore critiqué, il faut dire ce qui est, l'exigence dans un club comme Liverpool, et à ce prix-là, elle est maximale. S'il était arrivé pour 30-40 millions d'euros, c'est déjà une somme, mais dans le marché actuel, déjà, il aurait eu plus de clémence, je pense. Mais à ce prix-là, tu veux un top player, et Darwin Núñez, aujourd'hui, c'est même pas top 10, c'est pas top 15. Est-ce que c'est top 20? Je me pose la question des meilleurs joueurs en Europe aujourd'hui. Et si en plus de ça, tu rajoutes, comme tu l'as dit en parlant d'image, j'imagine que c'est à ça que tu fais référence, ce manque d'élégance balle au pied, ces carences techniques, je pense que même quand il sera au top de son potentiel, il sera toujours critiqué. C'est comme Cavani, même Cavani Prime, il était critiqué par beaucoup de gens parce que par moments il pouvait louper des contrôles assez simples, parce que c'était pas un grand dribbleur, parce que c'était pas quelqu'un de très beau à voir jouer. Ça, je pense que Darwin Núñez, vu son style, vu son gabarit, vu sa démarche quand il court, clairement, il en souffrira toujours. Désolé amigo, mais pour moi, ça passe en footix. Avant de passer au prochain avis amigo, pense bien à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Il y a un petit mercato idéal du PSG qui arrive très vite. On enchaîne avec l'avis de Khalil Gergachi. Mbappé n'est toujours pas meilleur que Thierry Henry au même âge et n'est donc toujours pas en lice pour être dans les 5 meilleurs joueurs français de l'histoire. Ouais, je suis pas franchement convaincu par la comparaison, hein. Là, comme ça, de mémoire, j'ai pas l'impression qu'Mbappé soit en retard sur Thierry Henry. Thierry Henry, il a quoi à 25 ans? Bon, il a une Coupe du Monde et un Euro, ok. Mbappé, lui, n'a qu'une seule Coupe du Monde. Mais à l'inverse, par contre, je noterai que Mbappé, lui, a été beaucoup plus impactant dans cette Coupe du Monde en 2018 que Thierry Henry en 98. Il y a aussi une deuxième campagne de Coupe du Monde où il est finaliste, où il marque un triplé en finale. Je n'ai pas vu Thierry Henry marquer un triplé en finale de Coupe du Monde ou de Ligue des Champions. Thierry Henry a 25 ans, hormis l'Euro. Globalement, son palmarès, il se fait sur la scène nationale, en Première Ligue, avec Arsenal, à peu près à la même manière qu'Mbappé, sauf que lui, c'est en Ligue 1. C'est vrai que ça donne un petit avantage à Thierry Henry. Est-ce qu'on peut dire que Thierry Henry a eu plus d'impact d'un point de vue purement sportif du côté d'Arsenal que Kylian Mbappé en Ligue 1? D'un point de vue purement sportif, je ne pense pas. Si on parle d'aura, d'impact, de charisme, évidemment là, Thierry Henry, c'est au-dessus. Ça c'est clair, je pense qu'au niveau du ressenti, je pense qu'il y a tellement de gens qui n'aiment pas Mbappé, il est tellement critiqué pour tout et pour rien, et très souvent, je trouve, à tort, que forcément, on a tendance un petit peu à réduire son niveau de performance, alors qu'à Thierry Henry, surtout en plus, avec le temps qui passe, on a tendance peut-être à glorifier encore un petit peu plus, et à juste titre, hein, un monument absolument incroyable de Première Ligue, d'Arsenal, Thierry Henry, je ne rabaisse absolument rien, hein, ne venez pas m'assassiner dans les commentaires, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'écart entre les deux, avant leurs 25 ans en fait. Moi je les mettrais à peu près au même niveau. Bon après, de toute façon, faire un bilan à 25 ans, pourquoi 25, pourquoi pas 24, pourquoi pas 26, je pense que les bilans ça se fait en fin de carrière. Et là je me projette un peu, c'est de la fiction, peut-être que je me plante complètement, mais j'ai quand même l'impression qu'Mbappé est parti pour avoir un impact et un palmarès un peu plus garni que celui de Thierry Henry au final. Mais bon, ça on fera les comptes dans 10 ans. Verdict, footix. Ah, footix, je suis désolé. Ça, tu viens participer à ce Mbappé bashing. Et pourtant, je suis pas un fan d'Mbappé, hein, moi personnellement, je m'en fiche. Mais je trouve que c'est pas justifié et ton argument pour moi ne tient pas vraiment. Ah bah tiens, on reste sur le PSG. Avis d'Adam DV. Je pense que le PSG va dominer le football mondial avec City et le Real ces prochaines années.
car la jeunesse prometteuse, Barcola, Warren, Beraldo, Ramos et le budget aussi, j'ai l'impression de voir un projet fiable pour une fois au PSG depuis les Qataris. Le seul point sur lequel je suis inquiet est que Nasser attend des résultats directement et je pense qu'il leur faut encore 2, 3 voire 4 ans. Bon alors là je peux déjà statuer, pas footix la vie, je suis complètement d'accord, c'est ce que je constate moi personnellement depuis l'été dernier. Ça passait assez mal quand je disais ça l'été dernier, quand je disais que non, il y avait un bon projet sur le long terme qui était en train de se mettre en place avec des jeunes, avec encore quelques joueurs cadres. Peut-être qu'il en manque un ou deux, je pense que c'est très bien la jeunesse, on en voit les fruits aujourd'hui, ça commence à prendre forme. Faut pas non plus oublier d'investir de temps en temps sur des cadres qui vont permettre d'avoir des résultats de suite et qui vont permettre aussi d'encadrer ces jeunes. Ça, il faut pas l'oublier, il faut pas non plus tomber dans le jeunisme absolu comme pouvait le faire par moment de manière un peu caricaturale Arsène Wenger. Mais en tout cas, la vie me plaît, tu me parles de vision à long terme, tu me parles de patience. Je suis d'accord également que le risque vient peut-être plus de la direction et d'un possible manque de patience. Là aussi, je suis d'accord avec toi. Laissons les deux Luis travailler, les deux me semblent compétents. Que Luis Campos donne les joueurs qu'il faut à Luis Enrique pour son jeu de possession et que cette équipe continue de travailler sans la ramener, sans grands effets d'annonce et on en verra les fruits, je pense, comme tu l'as dit, dans 2, 3, 4, peut-être 5 ans. Ce genre de modèle, c'est ce que je prône à chaque fois dans mes vidéos mercato idéal pour le PSG, ça me vaut pas mal de critiques, mais ce modèle, c'est le modèle de City ces dernières années et on en a vu les fruits. C'est le modèle du Real également, qui prend beaucoup de jeunes ces derniers temps et qui leur donne du temps. Avant, c'était un modèle réservé plutôt aux clubs intermédiaires, mais aujourd'hui, même les grands clubs en passent par là. Parce qu'aujourd'hui, des très grandes stars, il y en a très peu et ça coûte une blinde. Donc, vaut mieux construire sur la durée, ça te coûtera un petit peu moins cher, tu auras un groupe un petit peu plus cohérent, un peu plus stable et surtout, tu auras le temps de monter une véritable équipe et un véritable collectif, chose qu'on n'a pas vu au PSG depuis longtemps. Unpopular opinion de Maxou HBY. À part quelques projets intéressants, la PL est le pire championnat d'Europe. C'est juste un ramassis de clubs qui dépensent sans idée et sans cohérence. Boum. Il t'a détruit la PL en 2 secondes le Maxou. Incroyable. Je connais cette énergie. Ça, c'est l'énergie du mec qui veut être à contre-courant. J'ai longtemps pratiqué la nage à contre-courant forcée. J'ai longtemps fait ça, mais il faut arrêter. C'est faux. C'est faux. Tu peux pas attaquer à ce point-là la première ligue, c'est pas possible. Il y a des clubs, comme tu le dis, qui dépensent un petit peu n'importe comment. Et encore, il y en a peut-être pas tant que ça. On pense évidemment à Chelsea, qui nous a fait quand même un festival récemment. On peut penser dans une moindre mesure à Manchester United. C'est vrai que Manchester United, ça se passe pas comme prévu. Et pourtant, il y a quand même de l'argent qui a été dépensé. Mais malgré tout, ça bosse quand même à United. Tu vois que Ten Hag se décarcasse pour essayer de faire une véritable équipe et essaie de trouver des solutions par le jeu. Et après, si tu prends les autres clubs de Première Ligue, mais la moitié au moins travaille très correctement. Manchester City, ça travaille très bien, même si, bon, apparemment, il y a quelques petites infractions en coulisses d'un point de vue financier, ça c'est encore autre chose. Mais globalement, d'un point de vue sportif, en tout cas, ça travaille très bien, même s'ils ont beaucoup de moyens, mais ça ne suffit pas, sinon City aurait déjà 3 ou 4 Ligues des Champions. Newcastle, pareil, malgré l'argent, ça prend le temps, ça travaille très très bien, je trouve aussi. Brighton travaille très bien. Aston Villa travaille très bien. Tottenham, bon, c'est sûr, c'est peut-être pas le premier modèle de gestion qui nous vient à l'esprit, mais cette année, il y a quand même des idées, il y a un effectif plutôt pas mal, il y a un coach qui a des idées, ça mérite d'être vu sur la durée. Arsenal, ça bosse très bien. Liverpool, ça bosse très bien, même s'il va falloir voir qui va remplacer Jürgen Klopp l'été prochain. Dans une moindre mesure, un club comme Bournemouth également, même si les résultats ne sont pas spectaculaires, mais je trouve que dans la gestion, ça marche très très bien également. Un Brentford également a montré des choses très intéressantes à son niveau. Wolverhampton s'en sort plutôt bien cette saison. C'est pas le cirque que tu nous décris, je suis désolé. Tu veux faire le puriste, mais ça passe en footix, désolé, ça colle pas à la réalité. Bah tiens, en parlant de club de première ligue mal géré, la transition est parfaite. Avis de Tom22AS. Maurice Lapoche est l'entraîneur qu'il faut à Chelsea. Laissez-lui juste les clés à 100% comme Pep et Klopp, et pour moi, il aura les résultats souhaités. Maurice Lapoche, putain, ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu celle-là. C'est optimiste, c'est pas footix, après je sais pas, t'es peut-être supporter de Chelsea et très optimiste, mais malgré cela, je ne pense pas. Quelqu'un qui appelle à la patience, qui appelle au travail sur la durée, moi ça me parle toujours. Pour moi, c'est plutôt un signe d'intelligence et de compréhension du football, donc pour moi, il n'y a pas de souci, ça passe directement dans la catégorie puriste, pas de problème. Est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation? J'en suis pas persuadé, mais en tout cas, je ne pense pas que le problème vienne de lui, clairement, le problème il vient de la gestion, je pense qu'il vient de ce recrutement absolument faramineux, c'est parti dans tous les sens. Je ne suis pas sûr qu'il ait été franchement consulté dans le recrutement, j'ai quand même l'impression que ça a recruté à peu près tous les jeunes joueurs en vogue du moment. Peut-être que cette saison, c'est la saison qui va lui permettre de faire un premier écrémage, parce que je ne pense pas que Chelsea va pouvoir encore recruter de manière aussi massive l'été prochain. Mais ouais, je ne sais pas si c'est l'homme de la situation, j'en suis pas persuadé, mais je suis pas persuadé du contraire non plus, j'attends de voir.
Tu demandes de la patience, je suis d'accord. Ah, celui-là, je l'aime bien. Petit débat vintage pour la fin. Ligue 1 vintage. Avis de Hermika. Jérémy Janot est un des gardiens les plus sous-cotés de Ligue 1. Il a fait d'excellentes saisons avec Saint-Etienne et je pense qu'il a tout à fait sa place dans les légendes de Ligue 1 aux côtés des Landreau, Coupé et Mandanda. Alors moi, Jérémy Janot, c'est un gardien que je kiffe bien. C'est un gardien qui m'a bien fait triper, il avait une bonne mentalité, il était un peu à part. À chaque fois qu'il venait au Stade du Ré, c'était très drôle à chaque fois. C'était un bon gardien, qui pouvait être assez spectaculaire, qui avait de très beaux réflexes, une très belle détente, ça venait compenser un petit peu sa petite taille pour un gardien de but. Ça aussi, c'est un truc qui me plaisait, j'aimais bien voir ce genre de profil un petit peu atypique et de voir qu'un gardien qui ne fait pas 1m80 peut aussi réussir à très haut niveau. Donc moi, j'aime beaucoup Jérémy Janot. Maintenant, est-ce que je le mets au même niveau dans l'histoire de la Ligue 1 que les noms que tu as cités, qu'un Coupé, qu'un Mandanda ou même qu'un Landreau? Moi, je pense pas. Déjà, il n'a jamais été international, il ne s'est jamais mêlé à la lutte pour le titre, donc il n'a jamais prouvé, il n'a jamais eu l'occasion de prouver au très haut niveau, déjà. Donc c'est compliqué de me dire que c'est une légende, alors que son palmarès est vierge. Genre, il a peut-être des coupes de la Ligue ou des coupes de France, je sais pas, mais en tout cas, au niveau du championnat, pour moi, ça colle pas. Et après, oui, c'était un gardien très spectaculaire, comme je le disais tout à l'heure, mais c'était aussi un gardien qui pouvait par moments se trouver, qui n'était pas toujours non plus le plus fiable de tous. Tu vois, moi j'ai encore le souvenir de lui qui se prend un but de la tête de Bakary Koné qui faisait moins d'1m70. Donc bon, peut-être un peu sous-coté, mais pas beaucoup. Franchement, pas beaucoup, et non, je le mettrai pas au niveau des noms que tu cites là. Désolé. Voilà amigo, ce sera tout pour aujourd'hui. Avant de partir, pense bien au pouce bleu et à l'abonnement. D'ailleurs, merci pour tous vos nombreux commentaires, pouces bleus et abonnements suite à la vidéo sur le Brésil 2002. Ça m'a fait particulièrement plaisir. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mets juste là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe avec Ronaldo, avec Ronaldinho, avec Rivaldo. Beaucoup de choses que l'histoire a oubliées. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.